À la une ce soir, l'association JKL face à la colère de ses clients. Plusieurs plaintes déposées ce matin suite à l'annulation de voyages déjà encaissés. 250 000 € sont réclamés. Un nouveau coup dur pour l'association après l'affaire des enfants bloqués à Miami. La ciguatera, nos poissons sont sûrs, disent les professionnels de la filière pêche. Ils craignent l'amalgame après l'annonce de plusieurs cas de ciguatera, cette intoxication alimentaire en Martinique, et souhaitent rassurer les consommateurs. Vous les entendrez. Cette question dans ce journal, y a-t-il assez de plages avec baignade surveillée? La Martinique en compte 6. Le dispositif vise à limiter le risque de noyade. 5 victimes sont à déplorer depuis le début de l'année aux Antilles-Guyane. Et puis la fête patronale de Sainte-Marie, plateau artistique et traditionnel, course de chevaux. Au programme, on détaille le coût de la manifestation et les retombées pour la commune avec notre invité ce soir, Daniel Eliazor, responsable des fêtes de la commune de Sainte-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On commence avec cette nouvelle affaire JKL. Après le fiasco du voyage organisé, marqué par le retour retardé d'enfants partis aux États-Unis début août, ce matin, la colère d'autres clients, leur voyage a été simplement annulé à la dernière minute. Les paiements ont pourtant bien été encaissés. Ce sont près de 250 000 € qui devront être remboursés par l'association. Certains ont déjà engagé une action en justice. Explication, Guillaume Bacoul. Dégoûté mais pas surpris. Venu ce matin à la JKL exiger le remboursement d'un séjour aux États-Unis, annulé à la dernière minute par l'association, ses parents n'auront pas trouvé de responsable à même de les recevoir. 145 enfants devaient initialement visiter Miami, New York, Montréal ou le Québec du 31 juillet au 13 août. Aujourd'hui, les familles lésées exigent un remboursement rapide. Plusieurs fois, il y a eu des reports du départ jusqu'au 1er août où effectivement on nous a carrément dit que c'était annulé. J'ai eu un document me disant justement que le remboursement serait procédé à partir d'aujourd'hui. En venant ici, j'ai pas pu avoir de réponse parce que même les personnes à l'accueil ne sont même pas au courant. Elles n'ont pas de caisse pour nous rembourser, donc on n'a rien. Donc nous, on a décidé, en tant que parents, quand même très mécontents, de rester là tant qu'on n'aurait pas eu de remboursement. Parce que c'est quand même l'argent des parents. On ne peut pas se sacrifier, on ne peut pas payer des choses pour nos enfants et puis finalement on ne voit rien. Un nouveau couac important pour la JKL. En début de mois, un précédent groupe était resté bloqué durant une semaine à Orlando. Un dysfonctionnement qui avait poussé la préfecture à suspendre les activités de l'association. Face au silence des responsables, certains comme Maryse ont décidé de porter plainte. Alors là, je sors de la police, j'ai été déposer une plainte contre JKL. Parce que j'ai 1 800 € 2 fois, puisque c'est mes 2 filles qui partaient. Donc ça fait plus de 3 000 €. Donc je me retrouve vraiment dans la merde, surtout que les chèques ont été touchés et que ma banque m'appelle pour me dire que j'ai des agios. La suite pour moi, c'est de savoir qu'il y a une procédure de justice qui s'enclenchera et que M. Criard sache qu'on ne joue pas avec l'argent des mères de famille qui souffrent pour leur payer un voyage. C'est un mois de salaire que je perds, 1 800 €. Et M. Criard, ce matin, quand je suis arrivée dans son bureau, il nous a tourné le dos, il est parti. Excédés, certains parents tentent de se mobiliser autour d'un collectif. Redevables dans cette affaire de plus de 250 000 €, les responsables de la JKL étaient injoignables aujourd'hui. Autre sujet polémique, la ciguatera, cette intoxication alimentaire due à l'ingestion de poissons contaminés par une toxine. Plusieurs cas ont été signalés depuis le début de l'année en Martinique. Il y a eu l'affaire du sachet de Vivano congelé importé d'Inde et d'autres cas isolés provenant de dorades achetées sur des marchés locaux. En début d'année, conséquence, les consommateurs se méfient. La filière tente de rassurer sa clientèle. On fait le point avec Loïc Régis. Voici le papier que nous délivre le vétérinaire pour avoir l'autorisation de commercialiser le poisson. Comme tous les lundis, cette grossiste récupère ses poissons et comme tous les lundis, ils sont contrôlés avant de quitter le bateau. Une marchandise qui vient de la Martinique et du sud de la Caraïbe, région où les eaux sont considérées comme propres et épargnées par le risque de ciguatera, une intoxication provoquée par une toxine que l'on retrouve dans les récifs coralliens abîmés. Nos eaux sont très propres parce que les eaux du Venezuela, elles sont propres. Les eaux de Grenade, elles sont propres. Et nous allons jusqu'en Guyane où les eaux aussi, ce sont des eaux françaises qui sont propres. Nous n'avons pas à nous plaindre de la qualité de nos produits. On contrôle la glace,
Et on contrôle aussi l'eau avec laquelle la glace a été faite. Même chez moi, on vient faire des contrôles au niveau de la glace, au niveau de l'eau. Une qualité qui rassure les clients, consommateurs ou revendeurs. Ils s'interrogent sur l'origine des produits, parfois disponibles sur les étals martiniquais. Je me rends compte que certains produits qui sont interdits en France sont libres à cours dans des pays asiatiques et même de l'Amérique latine, et que ces mêmes produits qui sont, comment on pourrait dire ça, interdits en Martinique, on les fait venir par des biais, par les grandes surfaces de manière illicite. Enfin, illicite, je retire ce mot-là, mais ils arrivent sans aucun problème. Je vois ce que j'achète, c'est pas sous emballage, c'est pas congelé, c'est du frais, je sais ce que j'achète. Si cette grossiste ne constate aucune baisse de ses ventes, quelques marins pêcheurs souffriraient de la mauvaise publicité de certains poissons. Récemment, le retrait de la vente de Vivano en provenance de l'Inde. La présence de toxines dans ces produits importés aurait refroidi les acheteurs qui font parfois l'amalgame. Je tiens à rassurer tous les consommateurs en Martinique, il n'y a pas d'aciguatire en Martinique. Le pêcheur, vous savez, c'est un pro. Donc il sait quel poisson pêcher, on sait que s'il y a des poissons suspects, on les connaît, on ne va pas les pêcher. Donc aujourd'hui, je veux dire que ce qui est, si vous voulez avoir nos risques, allez vers votre marin pêcheur habituel. En 2016, une interdiction de pêche a été prise par la préfecture de Guadeloupe pour 15 espèces de poissons, notamment des carangues et barracudas. À noter qu'aucune mesure de ce type ne concerne la Martinique. On poursuit ce journal avec ce drame, un mort par noyade hier soir au Cap Salomon, aux Anses d'Arlé, un homme de 19 ans qui pratiquait de l'apnée. C'est son père qui a lancé l'alerte vers 19h. Le corps de la victime, un touriste allemand, a été repêché dans la soirée par les pompiers. L'année dernière, 7 personnes se sont noyées aux Antilles-Guyane, selon le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage aux Antilles-Guyane. La période la plus risquée, les vacances et ses plages bondées, où la baignade est rarement surveillée. Le reportage d'Alvin Courcy. Nos plages de Martinique sont réputées pour être parmi les plus belles de la Caraïbe. Bien que les vagues soient rarement violentes et les courants au large, les accidents arrivent toujours trop vite. Mais les parents savent parer un éventuel danger. Il faut surtout les brassards et puis les bouées et puis la surveillance d'un adulte obligatoirement. Sur cette plage, comme sur beaucoup d'autres, pas de danger apparent. Pas non plus de sauveteurs. Une absence de secours qui ne rassure pas certaines mamans. On n'a pas cette sécurité avec un surveillant de pouvoir vraiment profiter de nos enfants parce qu'on est toujours aux aguets pour pouvoir un peu les surveiller avant que, comme c'est très rapide, une noyade. C'est un peu désagréable pour ça, c'est un beau paysage, un bon coin, un beau lieu et les plages doivent être surveillées. Certaines plages réputées dangereuses par leur courant méritent plus d'attention. C'est le cas au Diamant où une zone de baignade a été délimitée sur 100 mètres sous le regard attentif de 2 sauveteurs qui n'hésitent pas à rappeler les règles de sécurité. Nous leur demandons de faire attention au soleil, de mettre leur crème solaire, de ne pas trop s'éloigner, surtout s'ils ne savent pas nager, et de rester sur la zone surveillée. Et a fortiori de faire très attention à leurs enfants, de toujours les surveiller, même si nous sommes là, mais nous ne pouvons pas surveiller tout le monde en même temps. Une présence rassurante importante pour les baigneurs. La sécurité est la priorité, donc ça me rassure pour ma famille et moi-même. Cette initiative coûteuse pour la commune est mise en place uniquement pendant les périodes touristiques. Le maire, lui, aimerait la voir se développer tout au long de l'année. C'est un souhait pour toute la Martinique d'avoir des plages surveillées, sachant qu'il y a énormément de gens qui vont à la mer. Mais je fais appel au service public pour qu'on nous aide à former des jeunes pour s'occuper des surveillances de baignade sur nos plages. Seulement 6 plages sont sous surveillance en Martinique. Depuis le début de l'année, 5 noyades ont eu lieu sur les Antilles-Guyane. En bref, on l'a appris cet après-midi, la disparition d'Arthur Régis, ancien conseiller général, figure historique du Parti progressiste martiniquais, qu'il a côtoyé depuis sa fondation aux côtés de Pierre Aliquer ou d'Aimé Césaire. Il a fait partie des cadres de la formation politique pendant 10 ans. Il est décédé ce lundi à l'âge de 82 ans. Le Front social et les négociations qui ont repris au GEPAF, le groupement pétrolier d'avitaillement de Fort-de-France. Une rencontre entre syndicats de salariés et direction est en cours depuis 14 heures. Pour l'heure, pas d'avancée. Écoutez les réactions des partis recueillies cet après-midi par Alvin Courcy lors d'une suspension de séance. La direction entend le fait que les salariés veulent assouplir les plannings, veulent avoir des week-ends peut-être un peu plus disponibles, surtout sur la période des croisières au premier trimestre de l'année.
C'est pourquoi en fait on a fait des propositions d'avoir des renforts en main-d'œuvre pour remplacer lors d'imprévus par des personnes intérimaires, ce qui permettrait justement de ne pas rappeler des personnes titulaires sur ces journées-là, ou bien de renforcer les équipes sur les week-ends, où il y a tous les bateaux de croisière et donc de nombreux vols supplémentaires. Pour l'instant, toutes ces propositions faites par la direction ont été refusées par les salariés. Qu'il y ait des intérimaires de temps en temps par rapport à un effectif dans lequel on aura inclus les 2 embauches, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais les 2 embauches, pour nous, c'est ça qu'il convient d'avoir. Donc, tant qu'il n'y aura pas ces 2 embauches, la grève continuera. Ah ben là, pour le moment, la grève continue. C'est vrai que nous avions promis à monsieur le préfet que c'était investi de telle sorte qu'hier, la première réunion, nous lui avions promis de lâcher un petit peu du lest. Mais là, les camarades ont décidé de faire ce qu'il faut. Alors, pas pour pénaliser, c'est pourquoi justement la grève fait que des avions quand même sont avitaillés, mais pour bien faire remarquer à la direction qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut qu'il se penche davantage sur les doléances des personnels. Et puis toujours sur ce dossier, notez ce communiqué de presse des représentants des compagnies aériennes de l'aéroport Martinique Aimé Césaire. Ils déplorent le mouvement de grève déclenché depuis le 30 août dernier, en pleine période de pointe, avec l'absence notamment d'avitaillement sur la plateforme. Une escale technique est nécessaire en conséquence. Des retards à l'arrivée sont prévus à l'aéroport d'Orly. L'association donc des représentants des compagnies qui réclame un appel, qui prononce un appel à la sortie de conflits au plus vite. Et puis toujours quelques mots de l'actualité sociale. Pas de discussion en revanche dans le conflit des vedettes tropicales. Le dialogue est toujours au point mort entre Charles Conconne et les salariés. Un service minimum, je vous rappelle, est assuré avec une rotation toutes les heures au lieu d'une demi-heure. Voilà, c'est l'heure de retrouver notre invité ce soir, Daniel Eliazor. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc Davoul. Vous êtes responsable des fêtes de la commune de Sainte-Marie. La fête patronale commence demain, donc le 15 août. Et évidemment, quels sont les points forts, les temps forts de cette manifestation? Alors les temps forts de la fête de Sainte-Marie, on sait depuis des temps immémoriaux que c'est les couches de chevaux. Et puis il y a aussi demain soir Dieudonné Larose qui fait son retour aux Antilles. Et puis, nous avons aussi la tradition à chaque pour chaque jour de fête, en début. Et demain soir, nous aurons un pilier de la tradition guadeloupéenne, Anzala, qui est l'invité du groupe Katam Percussion. Alors, vous avez parlé tout de suite de ces courses de chevaux traditionnelles, courses de chevaux, oui, qui attirent des milliers de personnes à Sainte-Marie. D'où vient cette tradition? Alors, la tradition, d'après mes sources, à l'époque, à l'habitation Union à Sainte-Marie, il y avait les ouvriers qui travaillaient avec des chevaux et des mulets. Mais comme il n'y avait pas de programme sanitaire, donc pour pallier à cela, ils emmenaient les chevaux prendre des bains de mer. Et de fil en aiguille, à force de prendre des bains de mer, ils ont commencé à faire des paris à qui avait le cheval le plus rapide. Et la ville a sauté sur l'occasion. Et puis voilà, comme ça est né les couches de chevaux à l'occasion de la fête patronale. Alors cette fête va durer jusqu'au 20 août, jusqu'à dimanche, oui, jusqu'à dimanche, pour oui, un budget à peu près de 60 000 €. Oui. Avec la baisse des dotations publiques aux collectivités annoncées par le gouvernement, est-ce que ce budget a dû être revu à la baisse? Ah oui. Oui, il a été revu à la baisse parce que les temps sont durs, comme on dit, et comme vous venez de dire, avec les directives qu'ont pris le gouvernement, donc on est obligé de baisser là-dessus. Alors qu'est-ce qui a été sacrifié? C'est-à-dire, on avait avant l'habitude d'avoir de plus grands groupes, de grands groupes haïtiens qui venaient avec tout le panel de musiciens et tout ça. Maintenant, on a dû donner, c'est le seul, et puis l'orchestre est de la Martinique, voilà. Alors justement, s'il a un coût, mais évidemment des retombées pour les commerçants et pour la ville de Sainte-Marie, est-ce que vous avez des estimations de ces retombées? Pas vraiment, mais je pense que d'après le nombre de personnes qui demandent des échoppes, des places de petites marchandes, des places de snack, c'est que ça doit avoir de bonnes retombées quand même pour eux, je pense. Et les estimations en termes de fréquentation? Fréquentation, vous parlez pour la fête, dans le pour cadre... la fête. Alors, pour le pic, si on peut dire, c'est au moment de la course des courses de chevaux, il faut compter 4 000 à 5 000 personnes, vers 15 heures.
D'accord, écoutez, Oui. merci beaucoup. On va rappeler donc le programme à partir de demain. Alors, demain matin, il y a la messe à 9h à l'église de Sainte-Marie. Après, le défilé dans les rues de la ville. Et puis, les allocutions vont se faire sur la plus belle place de la Martinique, la place Clarissa. Et puis, le soir, à partir de 15h, déjà l'après-midi, il y a les courses de chevaux. Puis, le podium à partir de 18h. Il y a Kata Manzala, il y a du rire avec Thierry Adel. Il y a pour les jeunes la dance hall avec Toupi et Naamix. Et puis le clou de la soirée, Dieudonné La Rose accompagné du groupe Nostalgic Band. Voilà. Merci beaucoup pour C'est moi qui vous toutes ces remercie informations de complètes. me permettre de parler de la capitale du Nord. Merci. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le responsable des fêtes de la ville de Sainte-Marie. Sainte-Marie. Restez avec nous à suivre dans votre journal Plus de peur que de mal en Guadeloupe. Pour un habitant de Cap-Esther-Bello, sa maison s'est effondrée dans une falaise en pleine nuit. L'homme est indemne. Et puis votre JT des communes, l'histoire d'un club mythique, le Good Luck. Il a fêté ses 100 ans cette année. Grosse frayeur, hier en Guadeloupe, une maison située au bord de mer s'est en partie effondrée en pleine nuit. Je vous le disais, l'occupant qui dormait dans une pièce épargnée a lui eu la vie sauve. La ville de Cap-Esther-Bello a décidé d'évacuer les autres habitations. Les précisions sur place de Linda Kayarsi. Ce matin encore, en bord de falaise à Sainte-Marie, la maison qui s'est effondrée dans la mer alimente encore les conversations. Le monsieur, apparemment, il a entendu des bruits. Donc, il est parti devant. Il y avait aussi son fils et sa belle-fille, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis dedans et d'un seul coup, ils ont entendu le bruit de la décathlon, quoi. Fort heureusement, les occupants ont échappé au pire. Pour les riverains, sentiment d'inquiétude et résignation dominent. Tôt ou tard, la mer viendra nous trouver là. Hein? Oui. Il y a beaucoup d'enfants qui font le va-et-vient, qui courent un après l'autre, après les autres. Ils vont cacher derrière là. Alors ça m'inquiète. Mais oui, ça inquiète tout le monde de toute façon. Bon, on est là, mais on ne sait pas du jour au lendemain que s'il y a un tsunami, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne sait pas. C'est dangereux. Bon, là, on n'a pas le choix. Je suis là, mais on vit dans l'inquiétude, quoi. D'année en année, ils assistent avec impuissance à la lente dégradation du littoral causée par l'érosion. Le terrain est arrivé jusque là-bas. Là, vous voyez tout ça, c'est marron, à 80 mètres de là. Et puis le monsieur, il avait son jardin derrière. Et puis petit à petit, avec la mer a rongé. Elle est arrivée ici. Mais ce qu'il veut dire, c'est que le maire aussi est passé, il leur a interdit, mais oui, ça c'est arrivé. Je pense que les gens prendront conscience quand même. En mairie, pour faire face à cette situation, toutes les maisons construites en bord de falaise ont été évacuées. Elles sont situées dans une zone à risque et pour la plupart occupées sans autorisation. C'est ainsi que j'ai fait avec le concours de la gendarmerie, des services de l'urbanisme et de la réglementation de Cap-Esther-Bello, de faire en sorte que finalement, qu'il n'y ait personne qui vive sur ce périmètre. Vous avez vu les mesures conservatoires que nous avons prises en urgence hier, et que ce soit la préfecture, la police nationale et la police municipale sont effectivement détenteurs de cet arrêté provisoire qui va devenir définitif aujourd'hui pour pouvoir finalement empêcher que toute personne franchissent ce périmètre de sécurité. Les occupants de la maison désormais en mer ont été immédiatement relogés par la municipalité. Toujours en Guadeloupe, un quartier durable à Petit-Bourg. La ville envisage d'aménager ce quartier pour préserver la biodiversité du secteur et améliorer le cadre de vie des habitants. On fait le point avec Yvan Lemar. Avec cette signature, Petit-Bourg fera désormais partie des 800 villes du réseau Écoquartier national, une concrétisation d'une démarche de développement durable initiée par la ville. Quand vous êtes un écoquartier, les constructions doivent respecter un certain nombre d'engagements en termes d'économie d'énergie, en termes d'assainissement, en termes de pollution sonore, en termes de prise en compte de l'environnement. Donc, ces contraintes seront imposées à tout aménageur, à toute construction au niveau de la zone de Saint-Jean
Et nous avons pu faire cette démarche, c'est pour cela que nous avons contacté les associations et les personnalités qui ont répondu à notre invitation, puisque depuis 3 ans, il y a eu tout un ensemble de concertations pour qu'aujourd'hui, nous puissions aboutir à ce résultat. Ce label qui est obtenu par la ville de Petit-Bourg va pouvoir irradier les autres quartiers, puisqu'il y a le plan de rénovation urbaine. Nous venons de commencer sur la zone de Vinégory, il va y avoir la zone de Bovis, la zone de Pointe-à-Bacchus, où ce sera cette même philosophie que nous allons développer sur l'ensemble de la rénovation du centre-bourg de Petit-Bourg. Pour soutenir cette démarche, des moyens financiers et de l'ingénierie seront mobilisés par l'État. L'État va être bien sûr aux côtés du maire, puisqu'il va y avoir d'autres étapes. D'abord l'accès à la démarche nationale, après plusieurs expertises sur le terrain, et l'obtention le plus vite possible, je l'espère, du label. Cette labellisation sera aussi soutenue par la région. Nous devons mettre en place notre schéma du patrimoine naturel et des paysages. C'est un schéma en fait qui vise à cartographier à l'échelle du territoire de la Guadeloupe les zones remarquables pour la biodiversité, pour les milieux aquatiques, les zones d'activité humaine. Et en fait, si chaque maire, à l'instar de Guy Losbar, nous donnait comme ça, nous définissait des écoquartiers, effectivement, ça facilite ensuite une vue d'ensemble du territoire pour ce qui est du développement durable. Le processus de labellisation écoquartier a déjà commencé. Un programme d'aménagement sera mis en place après consultation de la population. Le label sera obtenu officiellement à la fin des travaux. En Guyane, ce dispositif de la collectivité territoriale pour apprendre à nager, une opération Ma Guyane Nage, un bassin a été installé dans les jardins de la collectivité. Vous voyez ce reportage de Stéphane Govindin. Tu veux apprendre à nager? Oui. Alors, on va t'apprendre à nager. Tu es prêt pour faire un petit cours retrait? Ok, alors pour commencer, on va te donner des frites. Leonardo n'a pas peur de l'eau, mais il ne sait pas encore nager. C'est volontiers qu'il vient apprendre avec Brian, un des maîtres nageurs de Ma Guyane Nage. Pour le moment, on les fait découvrir. Après ce que je viens de faire là, avec le petit jeune, c'était un petit cours pour découvrir un peu c'est quoi la natation. On les fait travailler les battements de jambes, l'apnée, la respiration. On les fait travailler les bras, on les fait pour qu'eux puissent avoir confiance en eux. La plupart des communes de l'intérieur se trouvent au bord des fleuves, alors il faut mieux que presque tous les jeunes savent nager. Même s'ils ne savent pas nager à 100%, mais ça se débrouiller pour quand ils iront au fleuve ou bien à la plage et tout le reste. Mais d'habitude, je les emmène à Matoury, pendant toutes les grandes vacances, ils sont toujours à Matoury. Là, c'est pas très loin de chez moi aussi, c'est tout près. Bon, je les emmène pour qu'ils puissent profiter un peu. On voit bien l'engouement des enfants, des parents même, qui se rendent à cette activité. On voit bien aussi le côté pédagogique avec les maîtres nageurs qui donnent des initiations aux enfants. On voit le côté santé avec l'aquagym, l'aquasport le matin et l'après-midi. Franchement, je pense qu'on ne peut rien déplorer de cette opération, franchement. Les risques d'accidents lors des baignades en mer, en rivière ou en piscine existent et pour passer des vacances en toute sécurité, le meilleur moyen de les prévenir reste encore de savoir nager. Retour chez nous, musique avec le Begin Jazz Festival 14e édition. Ça commence demain au Parc des Floraliers aux Trois-Îlets. Plus de 1500 mélomanes sont attendus. Tout de suite, un extrait de l'édition 2016 et un avant-goût de cette année. Le projet qui s'appelle EQuest. C'est donc un quartet avec au piano Grégory Priva, Ralph Lavital à la guitare et Pierre-Alain Tocanier à la batterie. Si je devais mettre des mots sur ma musique, je dirais que c'est du jazz, fusion, mais fusion au sens mélange des styles en fait. On est là pour s'aimer
On est là pour se donner de l'amour et aussi en même temps, on est là pour s'amuser. Pour moi, déjà l'initiative de promouvoir cette musique plurielle autour de la musique, même jazz caraïbe, big in jazz en l'occurrence, pour moi c'est quelque chose de très important qui montre que la scène jazz, que ce soit aux Antilles ou à Paris, bouge énormément. Voilà de bonnes vibrations en perspective. Tout de suite, votre JT des communes. C'est une institution du sport martiniquais, le Good Luck. Il a traversé les générations, il fête ses 100 ans cette année. Hubert Bornil était parti à la rencontre des jeunes pousses et des anciens du club. Regardez. Décidément, ça devient une habitude pour moi. Le mercredi après-midi, je me rends au stade. Aujourd'hui, on découvre les jeunes du Good Luck, un club qui a atteint cette année ses 100 ans, 100 années d'activité et puis des histoires tout simplement. On est allé à l'écoute de quelques-uns des anciens cadres. Le Good Luck ou les Noirs et Blancs, le mythique club foyalais a su traverser le temps sans rien perdre de son panache. Avec 5 sections foot, basket, athlétisme, rugby et volleyball, au Good Luck, on n'est pas prêt de baisser la garde. D'ailleurs, la relève frappe à la porte. J'ai réussi à faire un sombrero et j'ai fait un petit point et j'ai marqué. Ah ouais. Et toi, une histoire? Moi, je suis milieu, soit à droite, soit à gauche. Et j'ai déjà marqué des buts. Vacances, c'est bien? Oui. De quel côté? Droit, gauche? Droite. Mais est-ce que tu es fort? Oui. Déjà ici, avec les plus jeunes, en section football, on peut mesurer l'impact du club. Il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés par le foot. Et nous sommes là justement pour transmettre cette passion que nous avons. Parce que moi aussi, j'ai été très jeune fanatique du foot et jusqu'à maintenant, au de mes 65 ans, je joue toujours au foot. Monsieur Charles Hélène ne manque pas un seul entraînement. C'est l'un des plus anciens cadres du club. J'ai encadré des années, des joueurs et des joueurs. On a beaucoup parlé de vous à l'époque. C'est un nom, ça me rappelle, Charles Hélène. Peut-être. De toute façon, c'est toute la famille. Hein. J'ai mon frère qui est dans le cadre, mon épouse a été présidente du Good Luck pendant des années. Mon fils s'occupe de la commission de football, ma fille s'occupe du basket. Donc, c'est une histoire de famille. Une histoire de famille, voilà. Vous avez même le t-shirt, là, on le voit. Cette année donc, le Good Luck fêtera dignement ses 100 ans. L'occasion pour le public de découvrir l'âme du club. À la création, je rappelle que les clubs qui se créaient, c'était des sections athlétiques et gymniques. Bon, il y a des sections comme la natation qui a existé au Good Luck qui a disparu. Il y a le tennis de table où le Good Luck a eu de grands champions martiniquais qui a disparu aussi. Et des blagues, il y en a aussi, comme dans tout club qui se respecte. Ici, avec les petits qui sonnent la charge. 12-5, je t'avais vu ça. 12. Les grands ne sont pas 12-5. Non, mais une fois, on avait 12 et toi t'avais 1. Moi j'ai manqué mon œil. C'est pas vrai. La passion n'est jamais bien loin. Nous sommes les meilleurs. Voilà, et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées. Une nouvelle affaire JKL, plusieurs plaintes enregistrées contre l'association après l'annulation de séjours. Plus de 250 000 € sont réclamés. Un nouveau couac pour le spécialiste du voyage après l'affaire des enfants bloqués à Miami. La filière pêche tente de rassurer les consommateurs après la détection de cas de ciguatera, une intoxication alimentaire due à la consommation de poissons contaminés par une toxine. Nos produits sont sûrs, disent les
professionnels du secteur. Dans votre journal, la question des plages avec baignade surveillée, très fréquentée en cette période de vacances. La Martinique en compte 6. Les élus aimeraient pouvoir en profiter et en bénéficier plus souvent. Ils demandent plus de formation, notamment avec les aides de l'État. Et puis, il était question de la fête de Sainte-Marie et de ces incontournables courses de chevaux qui attirent plus de 3000 personnes chaque année. Vous avez rendez-vous entre le 15 et le 20 août pour la fête patronale de la commune. À suivre, Destin d'outre-mer, le récit frappant de Daniel Sainte-Rose, abusé sexuellement par son père. C'est une rediffusion juste après la météo de Ruth Fortuna. 20h, votre émission Capitale, le business des vacances insolites. Merci de votre fidélité. À demain.